C'est chiant. À la longue, vous allez voir, c'est chiant. Des fois, il n'y en aura pas besoin. Mais pour votre sécurité, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse... Putain, mais c'est du bon sens. Oui, parce que vous avez le point de vue extérieur. Mais cette personne-là, dans l'état actuel des choses, bah ça va être primordial. Vous aurez ensuite besoin de colle, néoprène, si jamais vous êtes dans un bâtiment à risque, que ce soit incendie. Ok, salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire quelques rappels pour la survie urbaine, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce sujet-là. On va faire 6 rappels. Avant de commencer la vidéo, vous avez dans la description, premier lien, la conférence sur le piégeage humain, la protection du domicile. C'est une vidéo où je rentre en détail, une vidéo qui est assez travaillée, où je vais vous expliquer l'importance de piéger son domicile et les concepts clés importants à retenir. Ça peut fortement vous servir. Donc allez la voir, c'est le premier lien et on reprend la vidéo. Très important. Le premier point, ça va être le bivouac tactique. Votre bivouac tactique, vous devez impérativement être en mesure de pouvoir le démonter en moins de 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Pourquoi? Si jamais vous êtes dans un bâtiment à risque, que ce soit incendie, effondrement, ou bien simplement que quelqu'un vous attaque, vous devez être en mesure de pouvoir partir très rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour faire un bivouac tactique? Déjà, vous êtes, si jamais vous avez fait ce choix-là, de dormir dans une infrastructure, vous êtes à l'abri de la pluie et du vent. Donc, logiquement, vous avez mis en place un duvet et un sursac pour être isolé du sol, donc du froid, et être au chaud. Ça ne doit pas vous prendre plus de 2-3 minutes à pouvoir ranger et mettre dans le sac. Après, vous aurez sûrement du matériel, vous aurez fait un feu, peu importe. Il faut qu'en 2 minutes, vous puissiez partir très rapidement. J'insiste dessus. Soit vous êtes prêt à lâcher votre équipement que vous avez laissé sur le bivouac, et ça c'est pareil en forêt, c'est pas recommandé, parce qu'en général c'est pas du matos qui est jetable, c'est du matos qu'on va réutiliser par la suite, donc vous devez pouvoir évacuer très rapidement. Le deuxième point, et ça c'est pareil, c'est comme dans tout environnement, c'est le camouflage. Vous devez avoir un camouflage qui est adapté. Le faux mec blood, je le répète beaucoup dans plein de vidéos, ceux qui connaissent pas l'acronyme, j'ai fait une vidéo sur le camouflage, vous pourrez aller la voir ou taper sur la chaîne. Mais comment globalement est-ce qu'on fait pour être camouflé dans un environnement urbain? Je vais vous donner une technique, moi que j'ai utilisée lors de mon stage tireur de précision à l'armée, donc c'était pas urbain, dans la forêt. Et d'ailleurs j'en ai même pas eu besoin, au stage on ne l'a pas utilisé. Une ghillie fait maison. Vous voyez la ghillie, c'est ça. Je l'ai dans le fond là. Vous voyez, c'est ça. Et bien pour en faire une à la main, pour en faire une maison, alors cela n'est pas fait maison. Pour en faire une maison, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de la toile de jute. Ceux qui ne savent pas ce que c'est de la toile de jute, c'est quoi? Vous savez, les sacs à patates. Les sacs qu'on utilise des fois pour glisser aussi dans les toboggans, dans les parcs d'attractions. Bah ça va être primordial. Vous aurez ensuite besoin de colle, néoprène ou bien de laque. Mais une laque quand même relativement solide qui tient plutôt bien. Et ensuite, vous aurez besoin d'une brosse. Vous savez, les brosses qu'ils ont, les chiens, les chats, avec des pics sans les petites billes en plastique au bout pour protéger l'animal. Là, on veut vraiment la brosse avec le métal au bout sans protection. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre toile de jute au sol. Et vous allez la griffer. Alors attention à ne pas faire trop fort parce que sinon vous risquez d'arracher les tissus entre eux. Vous allez gratter simplement jusqu'à ce que ça fasse de la fibre. Ça va très rapidement faire de la fibre et à partir de là, vous allez faire des zones comme ça, hop, gratter. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre laque ou votre colle en spray. Pas de la colle UU ou vous savez, non. Il faut vraiment que la colle puisse se disperser partout. Vous allez mettre cette colle là et ensuite vous allez regarder dans votre environnement, ok, à quoi ça ressemble. Est-ce que par exemple on est sur des bâtiments uniquement en briques rouges? Donc là, je sais que je dois par exemple prendre des briques, les casser entre elles, les frotter et saupoudrer ma toile de jute par rapport à ça. Si vous êtes dans un environnement type clochard, SDF, colline du crack à Paris ou un truc comme ça, on va plutôt mettre
des vêtements bien pourris et on va ensuite rajouter des cartons ou quoi sur la guillée. En temps de conflit, par exemple en Ukraine actuellement, pour se camoufler, la meilleure chose à faire dans les bâtiments qui sont ruinés, c'est de regarder, ok, il y a des cendres, il y a du feu partout, les bâtiments sont cassés, il y a des cartons, là vous allez notamment accentuer sur tout ce qui va être briques cassées, bout de carton, ok, filets de plastique usagés comme des vieux sacs poubelles qui ont traîné, qui se sont ouverts, il y a du plastique dans tous les sens. Là, pareil, vous allez en fait vous fondre dans l'environnement et faire un micro, je sais pas si on pourrait dire un microclimat, ok, de votre environnement sur vous-même. Donc attention à pas mettre des couleurs trop flashy, par exemple s'il n'y a pas de couleurs flashy. Le but, c'est le premier F, il faut se fondre dans son environnement. Ça, c'était le deuxième point, le camouflage. C'est pas très compliqué à faire, mais c'est primordial. Troisième point, il va falloir monter une garde permanente. Quand vous êtes au repos, quand vous êtes en train de dormir, que vous êtes en train de manger, c'est chiant. À la longue, vous allez voir, c'est chiant. Des fois, il n'y en aura pas besoin, mais pour votre sécurité, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse monter la garde. Parce que si jamais vous vous faites prendre par surprise, vous allez le payer, soit de votre vie, voilà, peu importe. Vous allez le payer d'une certaine manière. Donc il vaut mieux anticiper, préparer. C'est le but de l'approche survivaliste. D'ailleurs, on prépare et on anticipe. C'est pareil pour la garde. On anticipe que ça peut arriver. Sinon, vous avez le piégeage. Le piégeage, vous pouvez mettre en place des systèmes qui vont vous alerter en temps réel de la présence d'un individu, qui peuvent aussi le tuer. Ça, c'est à vous de voir. Dans la description de la vidéo, vous avez la conférence, la vidéo sur le piégeage humain. C'est le premier lien dans la description. L'avantage du piégeage est d'avoir des systèmes dissuasifs, des systèmes qui tournent tout seuls. Alors, moi, je vous conseillerais quand même d'avoir une garde montée. Mais si jamais vous êtes tout seul ou que vous êtes deux, fatigués, il n'y a pas de repos, là, le piégeage a toute son importance. Ça permet de mobiliser un peu moins de capital humain. Et ça peut également faire de gros dégâts. Quatrième point, ça va être la mobilité. La mobilité dans un espace urbain, c'est crucial. On a souvent l'imagination, on se dit souvent que on marche comme ça, tout droit, à pied, et puis en plein milieu de la route, que potentiellement on est tout seul. Alors ça, je peux vous dire une chose, ça se passe pas du tout comme ça. Je fais encore référence aux entraînements de combat militaire, alors peut-être que c'est extrême, à chaque fois je vous prends ces exemples-là, mais en tout cas, c'est comme ça que ça peut arriver, même si pas tout le monde ne serait formé de cet état d'esprit-là. Mais si vous marchez dans une allée, ok, que vous avez des bâtiments qui font 10 étages, vous savez que sur votre flanc droit et votre flanc gauche, il y a potentiellement des individus comme vous qui ont pris la décision de, aller faire un bivouac en hauteur, ce que je ne recommanderais pas, peut-être qu'ils n'ont pas regardé les vidéos, et potentiellement ils sont armés. Et si jamais vous êtes équipé, ou que les personnes sont malveillantes, vous savez que sur des centaines de mètres, vous avez potentiellement des gens qui vous observent. Peut-être même pas qui vont vous attaquer, peut-être juste qui vont vous observer et prendre du renseignement sur vous. Donc, la mobilité, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Pour ça, on a le déplacement tactique. Là, c'est pareil, c'est très long, c'est en mode combat. Ça peut valoir le coup quand on sait qu'il y a une présence ennemie. Si rien n'est avéré, c'est plus une perte de temps, mais c'est de la sécurité encore une fois. Vous allez me dire, on peut avoir les véhicules. C'est possible, on peut avoir les véhicules. Mais dans un environnement urbain, quand ça part un peu en cacahuète, les routes, elles sont soit flinguées, il y a soit des bouchons, il y a soit des obstacles, ça fait du bruit, on est très vite alerté. Donc la solution à ça, ça pourrait être par exemple des vélos, des trottinettes, des objets qui vous permettent d'avancer furtivement dans des petites ruelles. Vous pouvez vite sortir, partir du vélo, tandis qu'une voiture c'est un peu plus compliqué, ça fait beaucoup moins de bruit. Et derrière, c'est pas l'idéal, il n'y a rien qui est idéal, mais c'est plus optimal. Et attention, forcément avec le poids du sac, avec votre armement, votre gilet, vos chaussures, le vélo, forcément il y a un moment, il va fatiguer, les pneus vont lâcher. Ça, pareil, il faut le prendre en compte. Mais c'est beaucoup plus pratique de progresser de cette manière-là, ou bien de faire de la marche, mais faire de la marche intelligente. C'est-à-dire qu'on essaye à minima de se mettre, si on est sur une allée comme ça, de se mettre plaqué, pas trop non plus, au cas où il y ait des explosions ou ce genre d'événements,
et d'avancer. Forcément, vous serez toujours à risque. Il n'y aura jamais un environnement où vous serez 100% safe et il n'y aura aucun risque. Ça, pareil, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser. 5e point, on va avoir les techniques de survie. Là, ça change pas. Récolte d'eau, alimentation. En ville, c'est pas plus facile, c'est pas plus compliqué, c'est juste des méthodes qui sont différentes. On peut pareil récupérer de l'eau de pluie. Problème en ville, on sait pas s'il y a des rats, on sait pas s'il y a des trucs qui ont pourri. Alors qu'en forêt, c'est un peu plus safe. C'est pour ça que moi, je préfère la forêt. La forêt, il n'y a pas non plus des rats tous les 10 mètres. Il y a des plus gros gibiers. Mais je trouve que la forêt, c'est relativement plus propre. Ça va en étonner plus d'un. Mais je trouve que c'est plus propre en forêt qu'en ville. En ville, on a tous les déchets humains qui ont stagné, toutes les commodités. Voilà. Tout le monde a besoin d'évacuer ce qu'on a évacué. Il y a bien un endroit où ça va, par des canalisations, etc. Donc, moi, je trouve que c'est plus simple en forêt. Mais là, on parle pour l'urbain. Donc, technique de survie, pareil, ça, on s'adapte. Le 6e point, ça revient un peu sur ce que j'ai dit sur la mobilité, ça va être le bon sens. Le bon sens, que ce soit dans la progression, que ce soit dans le bivouac, que ce soit sur l'orientation. Voilà, toutes ces choses-là. Forcément, on ne va pas faire une pause en plein milieu d'une allée. Imaginons que vous êtes, peu importe, même toutes les villes, et vous vous dites, ok, je vais aller faire une pause à la gare. Mais dehors. Voilà, je fais une pause à la gare, dehors, ou même dedans, en plein milieu. Pas de surveillance, on s'assoit en plein milieu, on fait une petite sieste. Là, vous avez compris que c'est compliqué. Niveau bon sens, on n'y est pas du tout. Faites attention à toutes ces choses-là, le bon sens en général, tout le monde l'a. Il faut juste savoir s'écouter soi-même. Quand on a ce feeling, quand on a ce premier ressenti, c'est surtout ça. Il faut arriver à s'écouter soi-même. Et à se dire, est-ce que là, en me mettant à la place d'une autre personne, est-ce que moi, j'aurais fait ça? Si jamais il y avait un reportage, qu'il y avait un film, qu'il y avait, je sais pas, une émission, et que cette personne-là était à ma place, est-ce que cette personne-là, moi, ferait est pertinent? On le voit souvent dans les trucs à la Koh-Lanta, etc. Les gens qui font des courses d'orientation, les gens qui coupent aussi avec une machette une noix de coco. Il y a des choses qui tombent sous le sens quand nous on le regarde, mais la personne apparemment non. Par exemple, le mec qui va couper la noix de coco et juste à côté il y a son pied. Putain, mais c'est du bon sens. Oui, parce que vous avez le point de vue extérieur. Mais cette personne-là, dans l'état actuel des choses, la fatigue, la faim, la flemme, la chaleur, bah elle, ça baisse un petit peu. Tout ça, ce bon sens. Bah vous, ce sera pareil. Quand vous serez en situation urbaine ou tout part en cacahuète, il y a des choses que vous allez faire qui n'ont pas de sens. Donc des fois, prenez du recul et acceptez de vous remettre en question et de vous dire, ok, là j'ai tort. Ou si quelqu'un vous dit, là tu as tort. Des fois, il faut réussir à mettre son ego de côté. Surtout, on en a parlé, attention à l'ego en survie, l'ego mal placé. Mais attention non plus à pas dire amen à tout. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo-là. Vous avez la conférence, la vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile qui est juste en dessous dans la description. C'est le premier lien. Allez la voir et je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao.